sur TPT+. Place Journal. Vous avez le droit à l'information et nous le devoir de vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Ouvrons ce journal avec les difficultés des Ponténégrins à obtenir la carte nationale d'identité qui est devenue aussi difficile à obtenir qu'un visa pour la France. Les Congolais, ou mieux les Ponténégrins, ont presque perdu espoir et se résignent à vivre comme des corbeaux, et ce, malgré eux. Pointe noire, la problématique récurrente de l'obtention de la carte nationale d'identité. C'est le sujet sur lequel nos reporters se sont planchés. Suivez. Nombreux sont ceux des Congolais qui ne sont pas détenteurs d'une carte nationale d'identité. Le commun des mortels congolais les appelle vulgairement des corbeaux. Cela n'est pas pour autant dû à un manque manifeste de volonté, ni de négligence, ou encore du fait de ne pas s'être fait identifier, mais plutôt à cause d'une série de difficultés inhérentes à son obtention. L'obtention de cette pièce vitale à la vie d'un citoyen au Congo, et à Pointe-Noire en particulier puisque nous y sommes, est un véritable casse-tête chinois. Un tel casse-tête chinois qu'après moult tentatives infructueuses, bon nombre de citoyens congolais se sont lassés de courir derrière l'obtention de la pièce d'identité nationale, dépités par toutes les tracasseries auxquelles ils ont eu à faire face, mais en vain. J'ai 25 ans d'âge, mais je n'ai pas encore d'identité. Je suis fatigué. Lorsque je pars à la mairie, à faire des tours, tu reviens demain, tu donnes 2000, tu donnes ceci. Donc, malheureusement, nous avons des difficultés pour avoir l'argent, mais nous compliquons à la mairie. Alors que la carte d'identité, c'était une carte qui était tellement facile à tout citoyen congolais pour en avoir. Mais chez nous ici au Congo, c'est le contraire. Pour en avoir, il faut que tu trouves un parent, peut-être à la mairie ou peut-être là, quelque part, pour en avoir une carte d'identité. Les pièces d'identité au Congo, c'est devenu un luxe. Or que par ailleurs, sous d'autres cieux, c'est des trucs au moins pour, je pense, une journée ou 2 jours, tu peux en avoir. Mais chez nous ici, il faut attendre, tel que là je vous parle, là, je reviens de Lumumba. Mais je l'ai fait depuis décembre 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu ma pièce. Et on m'a dit de repasser encore en octobre. Donc, est-ce qu'à ce niveau, le pays peut marcher vraiment ? Pour avoir une pièce d'identité, il faut uniquement la pièce d'identité. Mais donc, si on passait par des passeports, on est tous confondus en ce net moment. Tous confondus en ce net moment. Donc vraiment, on ne sait plus. Il y a même des étrangers qui ont des pièces d'identité. Mais par contre, les Congolais, en ce net moment-là, si vous pouvez interroger au moins même 10 Congolais qui passent ici, là, ils vous diront qu'ils n'ont pas de pièces d'identité. Il y en a d'autres, si vous partez à Lumumba là-bas, ils ont des cartons. Des pièces, des cartons d'identité. Mais les gens sont tellement trop fatigués pour, c'est-à-dire aller, revenir, venez demain, venez après-demain, venez demain, venez après-demain, et la personne est fatiguée. Les démarches administratives, peu importe leur nature, requièrent d'avoir une pièce d'identité nationale. Vous ne seriez donc pas surpris d'entendre que plusieurs projets ont échoué et que de nombreux rêves ont été brisés par manque de livrets. Sans parler des interpellations de la police auxquelles il faut toutefois se justifier, et pas seulement. Même pour les plus opiniâtres, l'espoir finit par s'effriter au fur des allers-retours, toujours classés sans suite. L'enthousiasme laisse vite la place à l'amertume. En fait, c'est aberrant parce que on est des citoyens congolais, voyez-vous. Et la carte d'identité, c'est quelque chose qui est très spécial pour se présenter dans les administrations et tout ça. Mais en ce moment, on constate qu'on a plus de difficultés pour en avoir dans nos communes. On a vraiment des difficultés et on a souvent tendance à même dire que le passeport devient plus facile que la carte d'identité. Et on devrait revoir ce problème-là. Parce que quand on voit la majorité des Congolais ont toujours du mal avec la carte d'identité. Il y a des identifications, des signes, on a toujours ce problème-là.
Alors, franchement, les autorités compétentes doivent revoir ce problème-là. On ne sait pas qu'est-ce qui est à la base de cet échec-là, mais sauf que c'est aberrant, ça fait mal. Ça fait mal de se promener comme ça sans carte d'identité, quand vous êtes interpellé par la police, on vous demande de montrer votre carte d'identité, vous n'en avez pas en fait. Donc vous marchez comme ça. En fait, vous n'êtes pas congolais parce que vous n'avez pas votre identité en vous. Parce que qu'est-ce qui prouve réellement que vous êtes congolais? C'est votre carte d'identité. Mais quand vous n'en avez pas, là c'est un problème. Donc je peux douter de votre identité. Ne pas avoir une carte nationale d'identité, c'est presque vivre dans la clandestinité, sans aucun moyen de prouver son identité. Cette situation dure depuis plusieurs années sans vraiment que cela ne préoccupe les autorités en charge. Curieusement, quand arrive la période des différentes élections législatives ou présidentielles, la carte nationale d'identité s'obtient plus facilement. Pourquoi donc cela est-il autant difficile de l'obtenir au lendemain de ces différents scrutins, au point d'en donner des maux de tête aux Congolais? Une carte d'identité, depuis Bongo, bon, les autres même que non, 90% des Congolais qui viennent avec une carte d'identité. Livre na kuzo même comme atal marqué. À même même dans moment il y a vote, il y a Collinet, il y a qui député, mais tu peux ça ba combo ba carte d'identité ba sikve. Tala, non, mon élève, mon sala paye. Mais carte d'identité qui est venue, mon élève congolais. Donc si vous vérifiez bien, maintenant vous demandez tête par tête wa. Gegewa ba carte d'identité qui est venue. Yo ka ba récépissé. Mais carte d'identité pour bien voir ba mosquée zone qui est gratuit. Comme dit à Kunge non, faut moi m'aider soit ba na ba iki. C'est pas ça. On est des citoyens congolais. Oh, mais c'est là même na ba war, mais comment na pièce d'identité ba congolais. Est-ce qu'il y a bien? Le comble, c'est qu'il semble toujours y avoir silence radio lorsqu'il faut aborder cette problématique. Il n'y a aucune communication. Les Congolais n'ont-ils pas le droit de savoir ce qu'il en est exactement? N'ont-ils surtout pas le droit de détenir une carte nationale d'identité? Autant de questions qui mériteraient d'être mises sur la table. Hier mercredi 3 novembre, l'humanité a célébré la journée internationale de la gentillesse, une journée qui tire son origine des pays anglo-saxons sous le nom de World Kindness Day, promulgué par le World Kindness Movement, que nous traduisons ici en français comme Mouvement mondial pour la gentillesse, un organisme international né dans les années 2000 à Singapour. Et à l'origine, cette journée était célébrée chaque 13 novembre. Mais nous nous posons la question que voici: pourquoi cette qualité a-t-elle besoin d'une journée particulière? Élément de réponse dans ce récit de Rama Tidjane. De par sa définition tirée du dictionnaire Larousse, la gentillesse est un caractère de quelqu'un qui est gentil, agréable, gracieux, attentif, aimable et surtout doté de bonté. Célébrée le 3 novembre de chaque année à l'échelle internationale, cette journée tire bien son origine du monde anglo-saxon sous le nom de World Kindness Day. C'est pour mettre en lumière ce concept gentil qui du reste est une qualité. À travers cette journée, selon les initiateurs, le Mouvement mondial pour la gentillesse, cet organisme international né à Singapour en 2000, serait très exactement faire comprendre à l'homme combien être aimable ou gentil pourrait être bénéfique pour notre environnement social, fait souvent de conflits sociaux. Faire du bien aux gens qui nous entourent, en posant tous les jours les actes de bienveillance, communiquant ainsi la convivialité à ceux qui en manquent, propre à ôter le stress et l'oppression qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Or, nous pouvons également comprendre que, même sur notre santé, les actes de gentillesse posés au quotidien peuvent améliorer l'état de santé de plus d'une personne, peuvent bien plus régler plusieurs conflits maritaux, socio-économiques et j'en passe. Seulement voilà, ce caractère qui devrait être l'apanage de tous n'est toujours pas utilisé dans le bon sens, car d'aucuns l'utilisent à des fins d'intérêt personnel, plaire, certainement pour obtenir une faveur, un poste, une signature, de l'argent. Vous pouvez compléter la liste si vous en avez été victime. Vous pouvez compléter la liste si vous en avez été victime d'une gentillesse hypocrite et sorcière. Oui, le monde est méchant, dit-on. D'où, si l'on pouvait mettre en valeur ce caractère qui révèle tant soit peu un peu de nature divine en chacun de nous, puisque nous sommes ces créatures,
les conflits, l'hypocrisie, la haine, la jalousie et la sorcellerie n'auraient pas de place dans cette belle vie. Si chez les autres cette journée est célébrée, chez nous, aucune attention certainement parce qu'on n'a pas de ministère en charge de la gentillesse. Nous aurons eu droit à une déclaration du gouvernement. C'est notre coutume, comme quoi, pas d'intérêt, pas d'attention. En société, nous traversons une période dans notre pays où la souffrance a gagné la quasi-totalité des populations, au point que même les autorités déclarent officiellement cette souffrance dans leurs discours, sollicitant la compréhension du peuple. La souffrance et la population congolaise, parlons-en, est l'objet de cette analyse de notre reporter Chiv Chivongo. Si souffrance veut dire douleur physique ou morale, état de celui ou de celle qui souffre, et souffrir veut dire sentir la douleur, donc la population congolaise souffre. Mais réellement, elle souffre de presque tout. Elle souffre tout à la fois de douleurs physiques et morales. Tenez, notre population souffre encore, même de ce qui est élémentaire, ce qui est sous d'autres cieux, vraisemblablement inconcevable, tel que l'eau, cette denrée alimentaire vitale, loin d'être indispensable pour la vie, c'est la vie, disait Saint-Exupéry. L'eau fait encore cruellement défaut dans la majorité de nos ménages congolais. Même l'eau est distribuée jusqu'ici à la population par délestage, comme si on pouvait délester la vie. L'électricité, grand facteur de développement, est jusqu'ici un luxe, servi par délestage, s'il vous plaît. Le manger est encore un grand problème. La quasi-totalité de notre population ne mange pas à sa faim. Le panier de la ménagère, surtout à familles nombreuses, pèse de plus en plus. Les salaires sont des salaires de misère pour la grande partie de notre population. Des salariés qui ne jouissent pas de tous leurs droits économiques. Le chômage, source de toutes les souffrances, a traversé les âges et ne fait que multiplier le nombre des diplômés sans emploi. La santé, l'on parle de la sécurité sociale sanitaire jusqu'ici comme un projet. Que pouvons-nous attendre de plus si ce n'est la débrouillardise de la population pour se soigner? Et à quel prix? L'éducation, avec un système éducatif corrompu, peine à retrouver ses lettres de noblesse, puisque vendus aux promoteurs d'écoles privées, ces simples businessmen qui font souffrir à leur manière les parents d'élèves. Les bourses d'études sont presque réservées aux enfants des ayatollahs. Les pièces d'état civil, entendu acte de naissance, carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire et autres, s'obtiennent jusqu'ici difficilement, mais difficilement. C'est le corrupteur qui est vite et mieux servi. Les transports sont encore un grave problème, comme si la vie a commencé hier dans notre pays. Les routes font encore énormément défaut, source d'embouteillages et d'accidents. L'habitat, il est précaire, sinon inexistant pour la plupart des cas pour notre population. Devenus, l'on dira, des esclaves des bailleurs. Même les logements sociaux promis coûtent plus cher que promis et sont en retour occupés par eux-mêmes. Bref, en tout cas, presque rien n'est facile ou encore normal pour notre population. Même les procédures administratives sont encore une autre forme de souffrance. La souffrance morale, n'en parlons plus. Elle est devenue notre quotidien, vu que l'immoralité ou l'absence de l'éthique a gagné toutes nos institutions. Encore que la souffrance n'a pas de couleur politique, surtout en parlant de la populace. Celle soutenant le pouvoir souffre peut-être de la même manière que celle soutenant l'opposition. De quoi se demander pourquoi la souffrance de notre population perdure-t-elle avec tous les atouts en ressources humaines et naturelles que regorge la mère patrie? Serait-ce une mauvaise foi de nos politiques ou bien une insurmontable difficulté de gouvernance qu'ils rencontrent? De l'honnêteté dans la réponse à cette question dépendra l'approche de solution à la problématique de la souffrance de la population congolaise. C'est encore possible. Une incursion dans la politique, dans ce téléjournal. Tous les Congolais qui veulent briguer la magistrature suprême se donnent une image, un modèle, une vision du Congo qu'ils entendent bâtir, et cela lors des campagnes présidentielles. Mais le Congo que le peuple congolais veut, notamment sa vision de développement, a été, l'on dira, tracée par les anciens à travers notre devise: unité, travail, progrès.
Le Congo que nous voulons, uni, travailleur et prospère, est l'objet de cet éditorial de Chiv Chivungu. Les politiques congolais de tous bords et de tous ordres rivalisent d'ardeur pour démontrer chacun la vision de développement qu'ils portent pour le Congo, notre cher et beau pays. Dans ces différentes visions sont révélés des bons projets de société au travers des discours qui tiennent les foules en haleine lors des campagnes électorales présidentielles. En tout cas, personne n'a jamais eu pour projet de société la mort des Congolais, la pauvreté des familles ou l'aliénation des droits tous azimuts du peuple congolais. Tous disent venir construire le Congo, le pacifier, le démocratiser. Toutes ces visées présidentielles de nos politiciens véhiculent pourtant des riches intentions. Mais seulement voilà, la vision qui doit développer le Congo est prédéfinie, telle une orientation divine pour ceux qui croient au pouvoir providentiel. Elle est contenue dans notre devise, unité, travail, progrès. De sorte que le Congo que nous voulons ne peut se bâtir autrement qu'à travers d'abord l'unité de ses filles et fils, une unité sous-tendue par la fraternité, elle-même sous-tendue par l'amour, la solidarité, le patriotisme. Cette sorte de fondement sur lequel peut se poser le sens du travail, mais du travail bien fait, seul moyen ou mécanisme pour prétendre parvenir à un vrai développement intégral, en effet au progrès. Compris comme ça, l'on réalise donc qu'au fond, la vision de développement du Congo est toute tracée. C'est la seule vision de la mère patrie. Lorsqu'on sait qu'on ne déplace pas la borne laissée par les anciens. Si l'on ne fait certainement pas sur la base de cette vision matrice, il n'y aura pas certainement d'oracle pour le Congo. Tous les petits projets de société qu'on peut concocter ou ambitionner ça et là pour le peuple congolais doivent prendre appui ou se fonder sur la vision mère, unité, travail, progrès. Il est temps qu'on cesse avec les projets politiciens qui font fi de cette devise. Des projets qui ne sont conçus que pour faire croire, pour attirer, nous voulons dire des projets démagogiques qui se révèlent n'être à la fin que des chimères. Des projets qui vous trouvent affamés, pauvres, chômeurs, malpropres, divisés, corrompus, tricheurs, malades, impayés, indisciplinés, assassinés, bref, des projets qui vous trouvent souffrant des biens des maux et qui vous laissent à la fin du quinquennat, si vous avez de la chance, avec les mêmes mots. Et si vous n'avez pas de la chance, ils vous multiplient les mots avant de partir. Hélas, le Congo que nous voulons doit simplement matérialiser notre devise, au point que l'unité ne soit plus une simple devise, mais une vie. Le travail de même et le progrès n'est que la conséquence des deux premiers piliers, c'est-à-dire l'unité et le travail. Trois piliers, imaginons le foyer traditionnel sur lequel l'on dispose une marmite sans souci, doivent être disposés par un patriote dans le pays pour que vive la marmite de développement qui donnera la nourriture au temps convenable à tous les fils et filles du Congo sans regarder son visage, demander son ethnie, son parti politique, son sexe, sa religion, le nom et fonction de son père ou de sa mère et surtout pas le contraindre à signer, semble-t-il, à une loge quelconque. Car on ne peut pas prétendre que le développement ait un rapport ou soit assujetti à une appartenance à une loge, arborer des talismans, vénérer les fétiches ou la sorcellerie. Le développement est simplement la conséquence d'un travail bien fait, s'il vous plaît, rendu dans la discipline en respectant les normes ou les process prédéfinis. Faire autrement, c'est justement tuer le développement, meurtrir un peuple déjà meurtri par toutes sortes de misères. Le Congo que nous voulons doit être la manifestation physique de sa devise. Le Congo que nous voulons doit simplement être uni, travailleur et prospère. C'était là un éditorial de notre reporter Chiv Chivungu. Passons à autre chose. À présent, selon la législature du travail, lorsque un employeur ne répond pas à ses obligations, les employés peuvent revendiquer leurs droits au travers d'une grève légale. Mais il est prévu
un dispositif propre à faire que les deux parties trouvent ensemble des solutions. C'est le dialogue social. Dans cet éditorial, notre reporter Chief Chivungu pose la problématique que voici: grève et dialogue social, aliénation des droits des salariés. Suivez. La vie en général est régulée par un ensemble de normes ou des process en vue de la rendre vivable sur Terre. Et la vie est organisée en plusieurs secteurs d'activité dont chaque secteur répond à des process, le cas ici du secteur de l'emploi. Il est l'équilibre des droits et devoirs de chaque partie, entendu l'employeur et l'employé, sinon le patron et le salarié. Toutes les fois que cet équilibre fera défaut ou est trahi par l'une des parties, ipso facto, une partie se sentira lésée et dès lors, il y aura grincement des dents. C'est à partir de là qu'on parle de grève ou qu'on fait recours à la grève. Si c'est le patronat qui n'a pas respecté un process ou une norme concernant les droits ou les avantages sociaux du salarié. Par exemple, non-respect de l'échéance mensuelle de paiement, cumulation des mois impayés, mauvaises conditions de travail, non-déclaration des salariés à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, bref, paiement des salaires sans bulletin de paie. Des fautes punies par la loi conformément au Code du travail. La grève étant définie comme une entente ou un accord des salariés d'une profession quelconque pour cesser leur travail jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une augmentation de salaire ou certains autres avantages revendiqués. L'on dira, mais si c'est le patron qui est lésé dans ses droits, que faire? Lui aussi doit faire recours aux moyens de pression qui n'est autre que la grève? La réponse tout de suite, c'est non. Le patron ne fait pas de grève ou ne fait pas la grève, car il porte naturellement l'autorité. Une autorité patronale garantie par des textes qui réglementent la vie en entreprise contenus dans le règlement intérieur. Tout salarié contrevenant à ces textes est digne de sanctions. Et des sanctions allant de l'avertissement au licenciement, en passant par le blâme, la mise à pied et la suspension de contrat. Voilà la marge de manœuvre de l'autorité dont jouit le patron sur son personnel. Et bien souvent, il en abuse, hélas. Et bon nombre des salariés congolais ont vu leurs droits être bafoués au vu et au su des autorités compétentes. Dommage. Dans l'optique de trouver un terrain d'entente entre patronat et salariés, en cas de non-respect des règles du jeu par le patron, il a été institué une disposition sociale dénommée dialogue social. Un bon instrument pourtant, mais qui est certainement mal exploité par le patronat, qui semble ne tirer que la couverture de son côté lors des négociations. Au point que la bonne volonté, la bonne compréhension et la bonne foi des salariés lors de ces négociations font que ces salariés se retrouvent si souvent à des années entières impayés, au grand mépris du Code du travail, qui stipule en son article 86 que le salaire présente un caractère alimentaire et constitue pour beaucoup de cas le seul revenu du salarié. Voulant dire que ne l'avoir pas payé ce salaire, c'est l'inciter, lui, le salarié donc, et sa famille, à aller voler. S'il vous plaît, à aller arnaquer pour manger. Sinon, il fait comment ce salarié avec sa petite famille qui ne compte que sur lui pour prétendre manger, étudier, se soigner, s'informer, se distraire et j'en oublie. Sans encourager, bien entendu, les voleurs innés et professionnels. La plupart des dialogues sociaux semblent être contre-productifs pour n'avoir accumulé que l'ardoise de l'État ou d'une entreprise privée quelconque envers ses salariés. D'où la question de savoir, en cas de grève, faire recours au dialogue social, n'est-ce pas un moyen démagogique à l'effet d'aliéner simplement les droits des salariés? Car, pour tout dire, la plupart des recommandations qui ont sanctionné ces dialogues sociaux à travers le pays n'ont presque jamais été réalisés, telles des promesses. Non, cher patron, entendu, l'État ou les privés. Le dialogue social ne doit pas être un moyen pour faire le gang, pour tromper les salariés ou pour faire passer le temps
qui finit toujours par être rattrapé par des salariés affamés, mais un levier social pour atténuer tant soit peu les tensions socio-professionnelles dont le gouvernement Makosso est appelé malheureusement à faire face en prenant des résolutions mesurables, justes et honnêtes pour que vivent les salariés et les entreprises congolaises. Pour ce qui est de l'information, au-delà des frontières du Congo, la Côte d'Ivoire a vibré sous le rythme des manifestations des docteurs chômeurs. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui revendiquent des postes budgétaires. C'est un reportage signé Africa News. Ils sont titulaires de doctorats mais peinent à être pris en compte par le gouvernement de leur pays. Des docteurs chômeurs ont manifesté mercredi à Abidjan à l'origine de leur mouvement. Leur mise à l'écart supposée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors du recrutement en octobre d'assistants dans les universités et les écoles publiques. Parce que l'État de Côte d'Ivoire nous a formés sur 10, 15 ans pour d'autres et on a fait le doctorat, on attend d'être recruté à l'université, on attend d'être inséré dans la vie sociale, mais jusque-là, ça traîne et ça tarde. Et on m'a dit à l'État que nous sommes là, on est plus de 3149 de Côte d'Ivoire et on veut que l'État dépense sur notre sort. Les manifestants tenaient à remettre une lettre au président ivoirien pour exprimer leur dépit. Mais ils ont été dispersés par la police. Plus de 50 d'entre eux ont été arrêtés. À la COP26 de Glasgow, les pays se sont engagés contre le charbon. 40 d'entre eux s'engagent à l'abandonner d'ici 2030. Les énergies fossiles ne sont plus à la mode. 19 pays promettent de cesser de les financer à l'étranger. C'est le cas des États-Unis et du Canada. Les pays s'engagent et les hommes d'affaires aussi. France 24 pour ce reportage. Le fondateur d'Amazon, celui aussi qui promeut le tourisme dans l'espace, a pris un engagement colossal. Aujourd'hui, je suis heureux de faire une promesse de don de 2 milliards de dollars alloués à la restauration de la nature et la transformation du système alimentaire. Cet argent est destiné à l'Afrique pour financer une muraille d'arbres de 8000 km du Sénégal à Djibouti. Depuis 13 ans, ce projet de lutte contre la désertification peine à sortir de terre. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est venu lui aussi avec des engagements. Même si nous arrivons à réduire nos émissions d'ici 2050, nous devrons toujours aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique. Il a notamment annoncé une enveloppe de 315 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs vulnérables. Il se murmure maintenant qu'à son tour, Elon Musk, le milliardaire qui a bâti sa fortune sur la voiture électrique, pourrait se rendre à Glasgow et faire un don pour limiter les famines dans le monde. Geste généreux ou opération de communication pour ces milliardaires. Pour Greenpeace, leur venue est indécente. Ce dont on a besoin ici à cette COP26, ce sont des décisions politiques qui engagent les États. Ce n'est pas la charité climatique de quelques grandes fortunes qui viennent se racheter une virginité pendant que leurs entreprises détruisent la planète par ailleurs. L'argent des grandes fortunes consacrées au climat reste utile, mais ne pèse pas bien lourd. Seulement 2% de l'ensemble des dons privés. Bouclons ce journal en France où Emmanuel Macron a salué le parcours exceptionnel d'Angela Merkel en l'accueillant hier mercredi en Bourgogne pour les adieux de la chancelière allemande à la France. Après 16 ans au pouvoir, le président français a félicité la dirigeante pour avoir maintenu l'unité de l'Europe durant les années de crise. France 24, encore une fois, pour ce reportage. L'accolade est chaleureuse et les sourires sur tous les visages. Angela Merkel, qui achève sa tournée d'adieu par la France, a été accueillie en Bourgogne, à Beaune, par Emmanuel Macron et par une foule enthousiaste venue saluer la chancelière. Ja, es ist eine wunderbare Freundschaft mit Frankreich und der Präsident hat mich heute an einen wunderbaren Platz geführt, wo man
wirklich auch Frankreich erleben kann, wie es außerhalb von Paris ist. Das ist ja auch wichtig, nicht nur Paris zu kennen. Après un bain de foule, direction un cadre d'exception, les hospices de Beaune, que les deux dirigeants ont visité avec leurs époux. Puis, un programme sur mesure préparé par l'Élysée, dîner de spécialités bourguignonnes et récital de piano. Moment plus solennel, Emmanuel Macron lui a remis l'insigne Grand Croix de la Légion d'honneur avant de saluer son travail et son engagement. Merci de cette patience et cette indulgence à mon égard. Mais plus largement, merci infiniment, cher Angela, pour tout ce que tu as fait pour notre Europe. De multiples égards pour souligner la solidité de l'amitié franco-allemande. En 16 ans de pouvoir, Angela Merkel a étroitement collaboré avec 4 présidents français avec qui elle a surmonté de multiples crises. Un nouveau chancelier lui succédera à la tête de l'Allemagne après la constitution d'un nouveau gouvernement, attendu en décembre. C'est la fin de cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur TPT+, la chaîne panafricaine des Jacks.